Un individu a été identifié comme Claudio Neves Valenti. Date de naissance, et il s'agissait d'un homme de 48 ans. Étudiant à Brown, de nationalité portugaise, sa dernière adresse connue était à Miami, Floride. Après une chasse à l'homme intense de 5 jours, les autorités déclarent que le suspect de la fusillade à l'université Brown est mort. Et non seulement cela, il serait aussi, selon eux, responsable du meurtre de ce professeur du Massachusetts Institute of Technology dans le Massachusetts quelques jours plus tard. Nous avons tous les détails des forces de l'ordre alors que nous tentons de comprendre ce développement incroyable et de savoir où va l'enquête désormais. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous sommes absolument certains qu'il s'agit de notre cible et que cette affaire est close du point de vue de la poursuite des personnes impliquées. Jeudi soir, les autorités locales, étatiques et fédérales à Providence et Boston ont annoncé la mort du suspect de la fusillade à l'université Brown. La fusillade du samedi 13 décembre a tué 2 étudiants, Ella Cook et Mohamed Aziz Mirzokov, et blessé 9 personnes. Il a aussi été confirmé que le tireur est responsable de la fusillade contre Nuno Loureiro, professeur du Massachusetts Institute of Technology en sciences, ingénierie nucléaire et physique. Il a été tué 2 jours plus tard chez lui à Brookline, Massachusetts. Il y a eu des premiers rapports qui suggéraient que la même personne était responsable ou liée à ces 2 incidents. Et maintenant, les autorités confirment cela. Le suspect a été identifié comme Claudio Neves Valenti, portugais de 48 ans. Il a été retrouvé mort dans un entrepôt du New Hampshire tard dans la nuit de jeudi. Scène impressionnante. Forces de l'ordre, armes sorties. Ils ont pris d'assaut l'entrepôt sans savoir si Valente était armé, dangereux ou même présent. Les fédéraux ont obtenu un mandat pour ce box de stockage, pensant qu'il était lié au suspect. Et une fois à l'intérieur, ils ont trouvé Valente mort. On pense qu'il est décédé d'une blessure par balle qu'il s'est infligée lui-même. Je souhaite discuter des détails sur comment ils l'ont trouvé et ses déplacements. Donc d'abord, nous allons à cette conférence de presse à Providence, Rhode Island. D'accord, cela s'est passé jeudi soir. Elle a été retardée de plusieurs heures et voici l'explication initiale de la façon dont ils ont trouvé le tueur présumé. Ceci vient du chef de la police de Providence, Oscar L. Perez Jr. Une personne d'intérêt a été identifiée sur ces images. La personne d'intérêt a été observée sur Hope Street, tournant sur Waterman Street, et c'était l'une des premières vidéos que nous avons diffusées. Nous avons examiné les enregistrements vidéo, et dans cet incident précis, c'est en fait une vidéo qui nous a fourni la description d'un véhicule. Cela a été corroboré par un renseignement reçu au centre d'appel. Cette salle était remplie de détectives et d'agents qui recevaient des appels quotidiennement. Nous commencions tôt et partions tard. Ensuite, Flock et la reconnaissance des plaques d'immatriculation ont pu nous fournir cette description de ce véhicule. Un véhicule a été repéré par Flock, ce qui nous a mené à une agence de location de voitures dans le Massachusetts. Grâce à cela, les agents et leur travail ont également pu nous fournir des images de cet individu ainsi qu'une copie du contrat qui indiquait son vrai nom. La vidéo de ce sujet correspondait à la description de cette personne d'intérêt. Le département de police était désespéré de lui passer les menottes. Et puis jeudi soir également, nous avons eu cette autre conférence de presse dans le Massachusetts. La procureure fédérale du Massachusetts, Leah Foley, a précisé que cet homme est lié aux 2 tragédies à l'université Brown et à la mort du professeur du Massachusetts Institute of Technology. Ce soir, vers 21h, des agents fédéraux ont forcé un box de stockage à Salem, dans le New Hampshire, à la recherche de Claudio Neves Valenti, un ressortissant portugais que nous pensons avoir tiré et tué, 2 étudiants de l'université Brown et une professeure du Massachusetts Institute of Technology à Brookline, dans le Massachusetts. Neves Valenti a étudié à l'université Brown à Providence, Rhode Island. Avec un visa F1 entre 2000 et 2021, il a finalement obtenu le statut de résident permanent légal. Auparavant, il a suivi le même programme académique que la professeure du Massachusetts Institute of Technology, Nuno Loureiro, au Portugal, entre 1995 et 2000. Bien que Neves Valenti semblait résider en Floride entre le 26 et le 30 novembre de cette année, il a loué une chambre d'hôtel à Boston. Le 1er décembre, il a loué une superbe Nissan Sentra avec des plaques de Floride auprès d'une agence de location de voitures à Boston.
Ce jour-là, il s'est rendu près de l'université Brown, où sa voiture a été vue par intermittence du 1er au 12 décembre. Le 13 décembre, Neves Valent est entré dans un amphithéâtre du campus de l'université Brown pendant une séance d'études et a commencé à tirer sur les étudiants, tuant Ella Cook et Mohamed Aziz Oumer Sokov et blessant 9 autres personnes. Entre le 13 et le 14 décembre, Neves Valent est retourné dans le Massachusetts. Le 15 décembre, il a assassiné le professeur du Massachusetts Institute of Technology, Nuno Luriero, au domicile de Luriero à Brookline, dans le Massachusetts. À un moment donné, alors qu'il était dans le Massachusetts, il a changé les plaques de la Nissan Sentra pour une plaque non enregistrée du Maine. Immédiatement après le meurtre du professeur Luriero, Neves Valent s'est rendu dans un centre de stockage à Salem, dans le New Hampshire, où il avait loué un box de stockage en novembre de cette année. Les enquêteurs ont identifié le véhicule qu'il avait loué à Boston, puis il s'est rendu dans le Rhode Island et il a été aperçu à... Le véhicule a été aperçu devant Brown et des images de vidéosurveillance montraient une personne qui lui ressemblait. En ligne, il y avait des enquêtes financières en cours en arrière-plan qui le reliaient non seulement à cette voiture, mais aussi aux hôtels qu'il avait loués et aux voitures, la voiture qu'il avait utilisée non seulement pour aller à Rhode Island, mais aussi pour revenir à Boston. Et puis, il y avait les images de vidéosurveillance qui l'ont capturé à moins d'1 kilomètre de la résidence du professeur à Brookline. Et il y a une vidéo de surveillance de lui entrant dans un immeuble à l'emplacement de l'appartement du professeur. Et puis, plus tard dans la soirée, on le voit environ 1 heure plus tard, entrer dans le box de stockage, portant les mêmes vêtements qu'il portait juste après le meurtre. Maintenant, il y a autre chose sur laquelle je dois aussi m'étendre. Il y a eu 2 avancées majeures lorsqu'il s'est agi d'identifier le tireur. Vous avez ce gardien de l'université Brown qui aurait apparemment dit aux enquêteurs qu'il avait vu cette personne suspecte portant un masque, portant le même type de vêtements que ceux vus sur les vidéos et photos de surveillance publiées, dont nous avons parlé lors d'une précédente parenthèse, et que cette personne marchait en boitant. Les enquêteurs ont examiné les images du 1er décembre. Ils voient cette personne. Deuxième point, Reddit. Une personne anonyme a posté sur le forum Reddit de Providence qu'elle avait vu le suspect marcher dans le quartier et a signalé que son véhicule se trouvait également dans la zone. Le message Reddit disait « Je suis sérieux ». La police enquête sur une Nissan grise avec plaque de Floride, probablement louée. Les autorités analysent les images et auraient vu une voiture correspondant à la description sur Reddit. Le puzzle se complète. Cette voiture est celle louée par Neves Valent. Petite remarque, il s'avère qu'une personne pourrait avoir croisé le chemin du suspect. Vous avez peut-être vu les autorités dire qu'elles voulaient parler à cette personne en particulier, qui était, je cite, à proximité de cette personne d'intérêt de ce suspect. Il a également été rapporté que le suspect s'est disputé avec quelqu'un avant les fusillades, puis s'est enfui. Et c'est choquant, son lien apparent avec les 2 crimes en l'espace de seulement 2 jours. Les autorités affirment que le tireur a ouvert le feu à l'université Brown, puis s'est rendu dans le Massachusetts et a tué ce professeur. Voici ce que les enquêteurs ont confirmé. Valent avait fréquenté l'université Brown pendant 3 semestres. Ce doctorant étudiait la physique. Au moment de la fusillade, il n'avait apparemment aucun lien avec l'université, sauf un datant d'environ 25 ans. Il a étudié à l'université Brown de 2000 à 2001, puis s'est retiré en 2003. Entre 1995 et 2000, Valent a suivi le même programme académique que Luriero, le professeur du Massachusetts Institute of Technology assassiné au Portugal. Aucun mobile n'a été établi et il reste difficile de comprendre pourquoi il aurait tiré à l'université Brown. On ignore aussi son éventuelle animosité, son lien avec ce professeur du Massachusetts Institute of Technology et la rancune qu'il aurait pu avoir envers lui. Votre professeur de physique, Valent, a étudié la physique et les cours se tiennent souvent dans les salles Barris et Holly où la fusillade s'est produite. La présidente de l'université Brown, Christina Paxson, a estimé qu'il était raisonnable de supposer que Valent, étudiant diplômé en physique, avait sans doute déjà fréquenté ce bâtiment. Et voici autre chose que je dois mentionner. Lorsque vous avez regardé cette conférence de presse à Providence avec les autorités locales, d'État et fédérales, il ne s'agissait pas seulement du suspect.
Il ne s'agissait pas seulement d'expliquer qui il était, les circonstances de sa mort, la traque et tout ça. C'était aussi un peu sur la défensive. Il s'agissait aussi de se défendre, apparemment, d'expliquer leurs actions parce qu'ils ont été sous les projecteurs ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de questions sur la durée de la chasse à l'homme. Pourquoi une autre personne d'intérêt a-t-elle été initialement détenue puis relâchée? Est-ce que cela a retardé l'enquête? L'absence apparente de caméras dans le bâtiment de l'université où la fusillade de Brown a eu lieu. Vous allez donc entendre maintenant cet échange entre la présidente Paxson et aussi le chef de la police Pérez. Écoutez bien. Aucune caméra n'était installée dans ce bâtiment et les forces de l'ordre, dont certains présents ici, ont affirmé que si Brown en avait placé dans cette zone, nous aurions attrapé cet individu. Cela aurait peut-être évité toute cette agitation. Pouvez-vous répondre à cette question pour moi? Eh bien, je ne pense pas que nous ayons mentionné l'emplacement des caméras à Brown. Pourquoi le prendrait-il chez un loueur de voitures? Nous avons 1200 caméras à Brown. Mais pas dans ce bâtiment. Nous en avons quelques-unes dans ce bâtiment. C'est un grand complexe et je pense que ce que vous verriez, ce sont les preuves vidéo dans ce cas. De mon point de vue, je ne suis pas un agent des forces de l'ordre. Cela a été incroyablement utile. Oui, la vidéo a joué un rôle important dans cette affaire. La vidéo du voisin, la vidéo de la voiture de location, mais pas la vidéo du bâtiment dans lequel il est entré librement, à la fois avant, lorsqu'il a eu la confrontation, et quand il est revenu et a décidé de tuer des gens. Vous n'aviez pas de caméra dans ce bâtiment, dites-le simplement pour qu'on puisse en finir. Et ma prochaine question, allez-vous installer des caméras dans ce bâtiment? Oui. Vous savez, je pense qu'il faut qu'on prenne du recul. Nous allons examiner tout ce qui a été fait, mais je ne crois pas que l'absence de caméras dans ce bâtiment ait eu un lien avec ce qui s'est passé là-bas. Et nous irons de l'avant. Si vous ne vous étiez pas concentré sur la mauvaise personne d'intérêt dès le premier jour, pensez-vous que le professeur dans le Massachusetts serait vivant et en bonne santé? Depuis le début, je vous ai dit que cette enquête est extrêmement complexe et intense. Et donc nous avons utilisé toutes les ressources dès que nous avons répondu à l'appel. Je l'ai dit, je suis fier des hommes et femmes de ce département. Nous avons trouvé quelqu'un que nous pensions être la personne recherchée. Mais nous avons continué, nous avons poursuivi l'enquête, nous avons continué à passer la zone au peigne fin, nous avons continué à examiner les vidéos. Et c'est pour cela que nous en sommes arrivés là où nous sommes maintenant. Je dois aussi mentionner ceci. Il y avait cette idée que Valente était assez sophistiqué pour éviter la police, que Valente non seulement dissimulait son apparence, mais qu'il aurait aussi utilisé un téléphone intraçable. Il n'utilisait pas de carte de crédit à son nom et utilisait des cartes SIM européennes, rendant sa localisation difficile. Qu'il a peut-être utilisé une fausse plaque d'immatriculation, qu'il l'a changée. Et d'ailleurs, les autorités ont indiqué qu'il n'avait pas de casier judiciaire connu à ce jour. Ils n'ont pas pu en découvrir un jusqu'à présent. D'après ce que nous comprenons, c'est un homme qui était à l'origine sous visa étudiant. En 2017, il serait entré aux États-Unis via la loterie de la diversité et obtenu une carte verte. Ce programme permettrait à des milliers d'immigrants de venir chaque année aux États-Unis depuis des pays à faible taux d'immigration. Après ces événements, la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, a annoncé la suspension du programme de visa d'immigrants par la loterie de la diversité. Beaucoup de ces détails ont été confirmés par une plainte fédérale déclassifiée et une déclaration sous serment du Federal Bureau of Investigation. En quelque sorte, il semble que ce soit pour rassurer le public que Valent est bien l'homme en question, qu'il est le responsable, qu'il a été identifié, qu'il a agi seul et qu'il est maintenant décédé. Mais évidemment, il reste encore tellement de questions sans réponse, et on se demande si on obtiendra un jour des réponses. Le mobile, la planification, ses activités, toute personne liée à lui de quelque manière que ce soit, ce qu'il a fait ces derniers jours. Où va l'enquête à partir de maintenant? Je veux dire, il a été rapporté qu'il s'agit d'une enquête en cours et qu'ils doivent tester et analyser une grande partie des preuves qu'ils ont trouvées jusqu'à présent. Par exemple, les enquêteurs auraient retrouvé 44 douilles de 9 mm tirées, une douille non percutée, ainsi que de nombreux projectiles et fragments de projectiles. Il y avait aussi apparemment 15 douilles tirées qui ont été trouvées dans le couloir Barisonoli, et 29 douilles tirées dans un auditorium. Les enquêteurs auraient également trouvé des chargeurs. Il semble donc qu'il y ait encore beaucoup de choses à examiner et à tester. Accueillons maintenant Coliniel Schmidt, ex-agent du FBI et président-directeur général de Cronus, expert en contentieux.
Je dois commencer par là, Colin. Est-ce le profil typique? Est-ce le genre de personne que vous penseriez capable non seulement de commettre une fusillade à l'université Brown, mais aussi d'assassiner un professeur du Massachusetts Institute of Technology? C'est un enchaînement d'événements tellement étranges. Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que c'est incroyable. Je veux dire, c'est un cas où la réalité dépasse la fiction. C'en est un exemple. Parce que, au fur et à mesure que les enquêteurs avancent, ils vont devoir trouver une sorte de déclencheur pour ce qui s'est passé à Brown, pas forcément celui du Massachusetts Institute of Technology. Il semble qu'il y ait une hypothèse selon laquelle il y aurait eu un différend ou qu'il aurait eu un problème avec le professeur. Mais aller à Brown et exécuter ses enfants, franchement, ça n'a tout simplement aucun sens. Oui, il y a beaucoup de choses étranges dans cette histoire. Et tu vois un lien ici, n'est-ce pas? Tu vois ce lien avec la physique, qu'il a suivi le même programme au même moment que le professeur de physique. Ce n'est toujours pas clair quelle serait la relation. Mais il y a aussi, et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, il ne semble pas y avoir de casier judiciaire à ce stade. Pourtant, il y a un certain niveau de sophistication, puisqu'il a réussi à échapper aux forces de l'ordre. Eh bien, je ne pense pas forcément que ce soit de la sophistication. Je pense que, vous savez, il y a un vieux dicton dans les forces de l'ordre. Il n'y a pas de coïncidence. Mais le fait qu'il ait déjà été largement rapporté que la vidéosurveillance de Brown était insuffisante en ce qui concerne les pièces et ce qui s'y passait, et ensuite échapper aux forces de l'ordre, je pense que c'était sans doute un peu de chance pour lui. Son timing était bon et il a échappé aux forces de l'ordre. Heureusement, le FBI et d'autres agences se sont impliqués et ont établi ce lien. Eh bien, ils disent, vous savez, les cartes SIM européennes, peut-être les fausses cartes de crédit, les plaques d'immatriculation. Ils changeaient de méthode et cachaient son identité. Pourtant, ils ont eu de nombreuses photos de lui via l'agence de location. Il semble donc qu'il ait fait une erreur. Ils l'ont finalement retrouvé dans ce garde-meuble. Pensez-vous que ces éléments ont rendu sa détection plus difficile? Et je me demande s'ils cherchent à savoir s'il a eu de l'aide, même s'il ne semble pas qu'il suggère que quelqu'un d'autre ait été impliqué. Eh bien, c'est certain, ces efforts de sa part ont rendu sa détection plus difficile. Mais quand vous avez une armée d'agents et d'officiers des forces de l'ordre très, très sophistiqués, ils ont pu séparer le bon grain de l'ivraie, l'identifier, le localiser et faire le lien entre les deux crimes violents. Donc, il y avait certainement une intention à cause de tout cela. Et encore une fois, c'est grâce au bon vieux travail de police qu'ils ont pu identifier ce type et empêcher son prochain crime, car il semble qu'il n'allait pas s'arrêter. Que font-ils pour approfondir leur enquête sur lui? Eh bien, comme nous l'avons dit, je pense que nous l'avons mentionné dans chaque épisode, les réseaux sociaux sont la première étape. Et ensuite, ils vont interroger tous ses associés et membres de sa famille. Je m'attendrais aussi, sauf si c'est déjà fait, qu'un mandat de perquisition ait été délivré à sa dernière adresse. Ils vont reconstituer leur chronologie car tu as visé juste. Avait-il de l'aide? Y avait-il quelqu'un qui l'assistait? Ou bien y avait-il quelqu'un qui savait qu'il avait cette intention et qui n'a rien fait pour l'en empêcher? Les autorités ont dit avoir eu son nom la veille. Aurait-il dû le révéler plus tôt? Ou cela aurait-il pu compromettre l'enquête? Je pense que cela aurait mis l'enquête en danger parce qu'il me semble qu'ils étaient en train de rassembler les éléments. Et s'ils avaient fait ça, ils l'auraient averti. Et ensuite, les forces de l'ordre seraient arrivées face à un suspect armé qui savait qu'ils arrivaient. Donc il est possible qu'il ait déjà eu l'intention de se faire du mal et avec cette intention, il attendait peut-être les forces de l'ordre. S'il l'avait identifié plus tôt, alors son intention de se faire du mal aurait aussi pu le pousser à blesser des agents des forces de l'ordre. Pensez-vous que les circonstances de sa mort sont différentes, étranges ou uniques? Parfois, lors de fusillades comme celle-ci, le suspect est tué immédiatement par la police. Ou, comme vous l'avez dit, il pourrait y avoir une situation où ils se sont fait du mal eux-mêmes. C'était intéressant. Vous savez, plusieurs jours plus tard, il a été retrouvé dans l'entrepôt. Vous êtes surpris par ça? Pas surpris par ça? Étant donné le fait qu'il a peut-être senti que, vous savez, la pression était sur lui. Je ne suis pas surpris. Être retrouvé dans un box de stockage, c'est inhabituel. D'habitude, c'est dans une chambre d'hôtel ou une voiture que ce genre de criminel est retrouvé. Je pense cependant qu'il y avait une très forte probabilité qu'il soit impliqué dans une action violente avec les forces de l'ordre. Donc, malheureusement, cela a peut-être été le meilleur résultat possible pour le traduire en justice. Vous savez, je pense qu'il était très armé
Et je frissonne rien qu'à penser à ce qui aurait pu arriver à ces policiers quand ils sont allés l'arrêter. Avez-vous confiance que nous aurons des réponses à toutes ces questions concernant le mobile, la planification, les activités, les conversations? Oui, parfois on apprend plus, parfois non. Je ne crois pas qu'on comprenne vraiment la fusillade de Las Vegas, même après toutes ces années. J'ai donc quelques questions. D'abord, avez-vous confiance en une enquête approfondie? Deuxièmement, à quoi cela ressemble-t-il? Prépare-t-il un rapport? Tiennent-ils une conférence de presse à la fin de la journée? Qui prend les choses en main? Et je suppose, troisièmement, pensez-vous que nous allons obtenir des réponses? Ah, ils mènent une enquête approfondie pour savoir si d'autres personnes sont impliquées, parce que leur priorité numéro 1 à ce stade est de déterminer s'il y a toujours une menace pour la communauté. Le B, c'est, aura-t-on toutes les réponses? Non. Je ne pense pas que cela arrivera, car sur les réseaux sociaux, il y aura toujours plus de questions et des théories du complot. Et en ce qui concerne la diffusion d'informations au public, oui, je pense qu'à un moment donné, ils diront qu'il a agi seul, qu'il était la seule personne impliquée et responsable de cela. Ensuite, un rapport après action sera réalisé à Brown pour voir comment renforcer leur sécurité. Eh bien, cela nous amène maintenant à la question plus large. Je l'ai déjà mentionné. Il m'a semblé qu'un grand thème de cette conférence de presse à Providence, Rhode Island, était de se défendre après avoir été sous les projecteurs pendant si longtemps. Pensez-vous qu'ils font face à des critiques injustes? Ou pensez-vous, vous savez, que cette chasse à l'homme a duré 5 jours, il aurait pu être attrapé plus tôt, cela aurait pu être évité? Qu'en pensez-vous? Lorsqu'une vie est perdue, il n'y a pas de critique injuste, surtout dans un cas comme celui-ci. C'est ainsi, et malheureusement, les responsables doivent encaisser les critiques, car des enfants, des jeunes ont été tués sur un campus universitaire. Et il y avait certainement une sorte d'attente qu'il aurait dû y avoir un certain niveau de sécurité sur place, et il se peut qu'ils aient été là. Nous ne connaissons pas toute l'histoire ni à quel point cet établissement était sécurisé et votre description d'eux en train de tenir cette conférence de presse ou de la regarder et où ils se défendaient, c'est une réaction humaine normale. Cependant, comme je l'ai dit, c'est comme ça. Vous serez critiqué à chaque situation similaire et toute critique est justifiée car des gens sont morts. Au fait, Colin, comment marche l'analyse médico-légale en laboratoire? Les tests balistiques, l'acide désoxyribonucléique, tout cela va maintenant se passer en coulisses, non? Comment ça marche? Ils doivent d'abord avoir des armes à feu à analyser. Elles iront probablement au meilleur laboratoire du FBI, soit celui-là, soit celui de Rhode Island. Et ensuite, s'il y a d'autres éléments à analyser en termes d'acide désoxyribonucléique pour s'assurer qu'il était le seul à avoir manipulé les instruments du crime. Ils examineront sûrement aussi son corps pour identifier le traumatisme qui aurait pu déclencher cette folie. Parce que maintenant, puisqu'il est décédé, l'objectif numéro 1 est de savoir ce que nous pouvons faire au niveau des agences gouvernementales pour s'assurer que cela ne se reproduise jamais. Beaucoup de questions, beaucoup de questions. J'espère que nous aurons les réponses. Développement très étrange. Colin L. Schmitt, merci beaucoup, je vous en suis vraiment reconnaissant. Et permettez-moi de dire ceci. À la fin de la journée, nous parlons tellement du suspect, nous parlons tellement de l'enquête, ce qui est normal. Mais nous ne pouvons pas oublier les victimes, nous ne pouvons pas oublier les personnes qui sont mortes, nous ne pouvons pas oublier les personnes qui ont été blessées, les familles qui ont été touchées. Elles ont aussi besoin de réponses sur ce qui s'est passé. Merci beaucoup Colin L. Schmitt pour votre temps, je vous suis reconnaissant. Merci, je vous remercie. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcasts habituelle. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, je vous parlerai la prochaine fois.